Bonjour à tous. J'espère que tout le monde nous entend bien. On commence pile à l'heure à midi, puisque comme ça on finira aussi pile à l'heure à 13 heures. Et puis on veut garder un temps pour les questions. Donc merci à tous d'être aujourd'hui à ce rendez-vous de la qualité sur la présentation du nouvel outil de restitution des résultats ISATIS. Donc on va vous expliquer comment explorer facilement les verbatim patients grâce à l'intelligence artificielle. Alors, en intervenant aujourd'hui, donc pour la Haute Autorité de Santé, il y a moi-même, Marie Gloanec, je suis au service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins et pilote sur le dispositif national ISATIS. Je suis accompagnée de Victor Jarry, qui est ingénieur à la mission Data. Et puis, on a aussi la participation des Hospices civils de Lyon qui étaient partenaires sur ce projet. Donc, Audrey Martin, directrice adjointe à la direction de la qualité des partenariats patients et de la sécurité des soins, et Catherine Baumelin-Leilly, chargée des relations usagers, qui interviendront aussi lors du webinaire. Et pour la Haute Autorité de Santé, on a deux modérateurs qui sont Caroline Prunet et Timothée Chéab. Ça me permet de vous expliquer donc la modération de ce webinaire. Hop, les règles. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Il y aura un replay qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Haute Autorité de Santé. C'était un webinaire avec un maximum de 1000 inscrits. Voilà, il y a eu des demandes supplémentaires, donc on le mettra en ligne très prochainement. Puisqu'on est nombreux, la conversation est coupée, les micros aussi sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans l'onglet. Vous verrez qu'il y a affiché un QR, questions-réponses. Et donc, Caroline et Timothée, qui sont les modérateurs, soit vous répondront directement à la question, soit pour les questions très spécifiques, ils vous transmettront un contact qui vous permettra de contacter la HAS ultérieurement et on pourra prendre plus le temps de vous répondre. Et les questions qui seront les plus fréquentes, les plus récurrentes, on les traitera en fin de webinaire, en live, pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Donc, je vous remercie tous de votre écoute et on va commencer la présentation. Donc, je vais faire un rappel retour sur le dispositif national ICETIS que vous connaissez tous certainement si vous vous êtes inscrits aujourd'hui, mais ça va me donner l'occasion de vous donner quelques actualités. Donc, le dispositif national ISATIS, c'est un dispositif qui est commun à tous les établissements, qui est mené depuis la Haute Autorité de Santé depuis 2016. On a actuellement 3 enquêtes qui sont recueillies en continu depuis 2016, donc l'enquête sur les courts séjours en médecine chirurgie obstétrique. Depuis 2018, l'enquête en chirurgie ambulatoire et un peu plus récemment, depuis 2020, l'enquête sur les soins médicaux et de réadaptation. Donc, on recueille nos questionnaires qui sont tous chronologiques, qui permettent de recueillir le point de vue du patient de l'accueil dans l'établissement de santé à sa sortie et qui permet de mesurer à la fois des questions fermées et des commentaires libres. Quelques chiffres sur ISATIS. Depuis le début, on a en MCO et en Chirambu plus de 2,4 millions et 2,8 millions de répondants. Sur le soin médicaux de réadaptation, plus de 100 000 répondants. Nos questionnaires sont complets, donc sont assez longs, mais on tient à repréciser que, en général, quand le patient décide de répondre, quand il clique sur le lien pour débuter sa saisie, 9 patients sur 10 remplissent le questionnaire entièrement et 70% d'entre eux prennent également le temps d'écrire un commentaire libre, et c'est notamment le sujet d'aujourd'hui. Au niveau des actualités sur ISATIS, ces dernières actualités, on a clôturé dernièrement les campagnes nationales 2024, donc on est le 30 septembre, on est actuellement en train de recueillir les campagnes nationales 2025. Au niveau des résultats officiels et donc des scores annuels ajustés, ils sont en cours de validation, enfin on vient de finir de les valider et ils seront très prochainement publiés sur l'outil. Là, en novembre. Donc, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, puisque quand on a ouvert l'outil, les résultats n'apparaissaient pas dans la page résultats annuels. Voilà, ça sera bientôt mis à jour. Actuellement, c'est encore les résultats 2023. On a aussi des nouvelles campagnes nationales qui vont arriver en 2025. Donc, la première sur l'hygiène des mains rapportée par les patients. Une seconde enquête qui va mesurer l'expérience des patients en santé mentale.
J'ai pas mis de calendrier très très précis de début de recueil puisqu'on est en train de le valider actuellement avec la TIH, mais ça sera recueilli au premier semestre 2025. Donc ça sera généralisé au niveau national. C'est des enquêtes qui ont été validées cette année, 2024. Et 2 nouvelles enquêtes aussi là qui sont en cours de développement. Donc la première sur l'expérience des patientes en maternité. Le groupe de travail a débuté, on est en train de définir le questionnaire et on mènera une expérimentation de ce questionnaire au premier semestre 2025 et une enquête sur l'expérience des patients aux urgences. Là, on est en train de rédiger le cadrage du projet, mais on a aussi une expérimentation qui sera recueillie au premier semestre 2025. Donc voilà pour on tenait à vous mettre, enfin voilà, vous faire quelques actualités ISATIS, mais on va rentrer dans le vif du sujet maintenant sur la présentation sur ce nouvel outil. Donc tout d'abord, on voulait répondre à la question pourquoi on a décidé de travailler et de développer cette nouvelle plateforme, ce nouvel outil de résultats ISATIS. Et donc bien sûr, c'est pour répondre à la demande des établissements sur les résultats. Depuis 2016, on recueille ces informations en continu. On avait déjà des résultats qui étaient transmis en continu sur la plateforme ISATIS de la TIH, donc une partie suivi de participation à l'enquête. On transmettait aussi déjà des exports bruts de données, donc les réponses fermées et d'un côté et les verbatims de l'autre. On transmettait aussi une partie des résultats détaillés en continu, uniquement sur les questions fermées, par contre. Et puis, en fin de campagne, annuellement, on transmettait les résultats des indicateurs, donc des scores ajustés. Depuis 2016, on avait régulièrement des questions et des demandes récurrentes de votre part, de la part des établissements de santé. Déjà, sur la partie résultats, on avait beaucoup de questions sur les calculs des scores et une demande, un souhait d'avoir des scores plus réguliers, des calculs de scores plus réguliers. Il y a beaucoup d'établissements de santé qui se retrouvaient à devoir calculer de leur côté les scores et ce n'était pas forcément facile. On avait aussi des demandes récurrentes sur les exports, la qualité de nos exports, avoir des exports plus complets, plus facilement exploitables. Et puis, bien entendu, une des demandes principales, récurrentes, c'était une demande d'aide et d'outils pour analyser, pour aider dans l'analyse des verbatims patients qui, jusqu'à présent, étaient uniquement transmis de façon brute aux établissements de santé. Donc, fin 2022, on a décidé de travailler sur ce projet de développer une nouvelle plateforme en fait, de restitution pour tous les résultats ISATIS. C'est vrai que la première demande, c'était d'intégrer donc l'analyse automatique des commentaires libres des patients. Et quand on a commencé à travailler avec le groupe de travail, j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les participants au groupe de travail. Mais quand on a commencé à travailler avec ces professionnels, ils nous ont dit ça serait bien d'en profiter pour faire une plateforme qui reprend tous les résultats ISATIS et de faire un seul outil simple qui permet de présenter à la fois la partie quantitative et la partie qualitative de ces enquêtes. Donc, on a proposé de développer cet outil numérique pour faciliter, l'idée est vraiment de faciliter l'utilisation des résultats et la mise en place des actions d'amélioration. Donc, on a souhaité de faire quelque chose de simple. Un outil qui est gratuit et ouvert à tous les établissements de santé qui utilisent et qui sont inscrits sur ISATIS, sans limitation sur l'utilisation donc, et sur le nombre de connexions possibles à cet outil. Et donc, on a travaillé aussi beaucoup sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour réaliser l'analyse automatique des commentaires libres. On a ouvert cet outil depuis septembre 2024 et on va vous présenter aujourd'hui. On va aussi vous faire très rapidement un retour sur les grandes étapes de ce projet et aussi un point de méthodologie sur l'intelligence artificielle. Donc, les grandes étapes du projet, une étape aussi importante dans ce projet et cette réflexion sur l'analyse des verbatims issus des patients. On tenait à rappeler que en amont, la Haute Autorité de Santé avait également réalisé une étude nationale sur l'ensemble des verbatims ISATIS recueillis entre 2016 et 2020
Donc, ça avait fait l'objet de la publication d'un rapport national. On avait analysé déjà, en utilisant de l'intelligence artificielle, 2,4 millions de verbatim patients. Et dans ce rapport, nous avions dégagé ce qui était le plus souvent mentionné par les patients. Et donc, quelles étaient les thématiques et les sous-thématiques qui importaient le plus aux patients, et ce qui était directement décrit déjà dans les enquêtes donc, en MCO et en chirurgie ambulatoire. On rappelle cette étape qui était importante, puisque tout à l'heure, Victor vous présentera le cœur de l'outil et le cœur de l'intelligence artificielle. Et ce travail fait partie de la classification qu'on a utilisée ultérieurement. Donc ensuite, on a eu sur ce projet un travail. Donc, on a été accompagné par un groupe de travail composé de futurs utilisateurs. On a commencé à débuter le projet de développement en 2023. C'est un projet qu'on a travaillé en partenariat avec les Hospices civils de Lyon, qu'on remercie également. Donc, il y a une grosse étape du projet qui a été tout le travail sur l'intelligence artificielle, sur voilà, le développement de l'algorithme qui permet de classer ces verbatims. Et Victor vous présentera tout à l'heure un peu plus dans le détail ce qu'on a fait. Et puis, on a aussi été accompagné par un designer pour ensuite travailler sur les étapes de recherche utilisateur et de développement du design de l'outil que nous allons vous présenter. Et donc, on a mis en ligne cet outil en septembre. Je vais passer la parole à Victor qui va vous donner quelques éléments de méthodologie sur l'intelligence artificielle intégrée à l'outil. Merci Marie, bonjour à tous. Donc Victor Jarry, donc comme l'a précisé Marie, je suis ingénieur de formation et je travaille à la mission de data, qui est un service transverse à la Haute Autorité de Santé qui accompagne les différentes directions métiers de la HAS. Donc moi je vais vous faire un petit point méthodologique sur l'algorithme qui est intégré dans l'outil, et puis ensuite je vais vous faire une petite démonstration de l'outil pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de l'utiliser ou qui n'ont pas accès. Et du coup, donc pour rappel, l'objectif de cet algorithme de traitement automatique du langage et plus largement d'intelligence artificielle, c'est de prédire pour chacune des phrases du verbatim quelles sont les thématiques et sous-thématiques qui sont mentionnées dans ce verbatim. Et méthodologiquement parlant, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, et c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Donc, la première étape, ça a été de se mettre d'accord sur la définition des thématiques, sous-thématiques qui sont pour la plupart mentionnées dans les verbatims. Donc, ça a été fait en plusieurs temps. Donc, il y a eu la première analyse qui a été faite et publiée en 2022, mentionnée par Marie, qui a permis d'identifier des premières tendances de sujets qui sont abordés par les patients. Et ensuite, à l'aide du groupe de travail, on a réussi à converger sur une arborescence et une classification de ces thématiques, sous-thématiques que je vais vous présenter ensuite. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces thématiques et sous-thématiques, il est nécessaire de rédiger un guide d'annotation. Pourquoi? Parce que du coup, on rattrape ensuite l'étape numéro 2, qui est l'annotation manuelle de verbatim. Donc, en fait, si vous voulez, cette étape est nécessaire puisque l'algorithme va devoir apprendre sur un échantillon de verbatim qui ont été annotés préalablement parce que l'algorithme en fait apprend sur. Donc, en l'occurrence, on a noté un peu moins de 20 000 verbatim. Donc, l'algorithme va apprendre sur ces 20 000 verbatim. On va lui dire pour ces verbatim-là, c'est une thématique de sortie ou c'est une thématique de prise en charge qui a été mentionné, et une fois qu'il apprend sur ces verbatim, il va être en capacité de prédire sur les plusieurs millions de verbatim qu'on reçoit annuellement dans le cadre du dispositif ISATIS. Donc cette étape d'annotation, c'est un point qui est assez chronophage. Donc en l'occurrence, on a été une équipe de 14 annotateurs constituée de personnes des Hospices civils de Lyon, qu'on remercie encore une fois, et de personnes de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est le deuxième point. Et une fois qu'on a constitué cette base d'apprentissage pour l'algorithme, on arrive à la troisième étape, qui est l'étape de classification automatique supervisée. Donc, encore une fois, on classifie chacune des phrases, et pour chacune des phrases, on dit cette sous-thématique et ou cette autre sous-thématique est mentionnée dans ces phrases-là. Donc, on entraîne le modèle sur cet échantillon de verbatim qui a été annoté, et on évalue. Donc là, c'est un travail
de recherche et développement où en fait on applique différents algorithmes et qu'on essaie de voir l'algorithme qui est le plus performant pour le cas d'usage qui est notre. Sur ce point, je rappelle encore une fois, et Marie l'a mentionné, mais donc il y a un rapport méthodologique qui a été publié par la Haute Autorité de Santé il y a peu de temps et qui décrit vraiment dans le détail tous ces aspects méthodologiques de développement de l'algorithme pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aussi par ailleurs avoir un peu plus de détails sur les performances même de l'algorithme. Puisque donc ça c'est un petit aparté, mais effectivement l'algorithme parfait n'existe pas, donc on considère qu'on a des bonnes performances sur cet algorithme-là, mais pour les utilisateurs, ou en tout cas ceux qui ont pu déjà analyser certains des résultats, ça peut être possible parfois qu'il y ait des incohérences. Donc tout le détail sur les performances du modèle et aussi sur les pistes d'amélioration qu'on envisage sur ce modèle-là sont décrites dans ce rapport méthodologique. Et une fois, donc là, et puis là, ensuite, la dernière étape, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'algorithme qu'on souhaite utiliser et intégrer dans l'outil, on l'intègre dans l'outil en production et dans tout le traitement de données, on va être en capacité ensuite de restituer tous ces résultats dans l'interface de restitution que je vais vous montrer incessamment sous peu. Donc, juste très rapidement, donc encore une fois, donc voilà, l'algorithme pour chacune des phrases va dire cette phrase, pour moi, il y a une thématique de prise en charge qui est prise en compte ou une thématique de prestation hôtelière, par exemple. Donc voilà, donc, cette hiérarchie qui a été définie à l'aide du groupe de travail et par ailleurs aussi du travail qui avait été fait en amont sur plusieurs millions de verbatim a permis de définir cette hiérarchie-là, où on a les 4 grandes thématiques, accueil, prise en charge, prestation hôtelière et sortie. Et pour chacune de ces sous-thématiques-là, on a des sous-thématiques dédiées. Un choix qui a été assez important pour nous, ça a été de mettre en concordance en fait les grandes thématiques, dimensions qui sont présentes dans le questionnaire au niveau quantitatif avec ces résultats qu'on va appeler résultats qualitatifs pour la suite de la démonstration. Du coup, je vais vous faire une petite démonstration de l'outil. Hop. Donc, l'outil, donc le nouvel outil de restitution d'Isatis, il se présente comme ceci. Donc, la manière dont on a designé l'outil, dont on a voulu le concevoir, ça a été de se dire, on veut qu'un établissement de santé soit en capacité d'identifier ses points forts et aussi ses axes d'amélioration dans la prise en charge sur la base des réponses au questionnaire quantitatif, mais aussi sur la base des commentaires patients et de la partie verbatim qualitative. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de croiser au maximum en fait ces différentes informations pour que l'utilisateur puisse avoir une vision exhaustive des résultats. Donc, comment se présente cet outil? Il y a 4 grands onglets, grandes pages de navigation. Donc, il y a une partie tableau de bord, et ensuite j'entrerai plus dans le détail où justement il y a ces résultats quantitatifs et aussi les résultats qualitatifs qui sont affichés. Vous avez une page commentaire patient qui permet de faire un focus sur les verbatim patients. Une page sur le suivi de participation qui, pour l'instant, en fait, pointe vers la plateforme historique qui est hébergée côté APIH et qui permet du coup de suivre le nombre de mails importés, le nombre de mails envoyés, etc. Donc, vraiment sur tout ce qui est la gestion de la campagne. Et une page sur les résultats annuels où là, l'utilisateur retrouve les résultats qui sont publiés tous les ans par la Haute Autorité de Santé et du coup les scores ajustés qui sont publiés tous les ans. Donc, en l'occurrence, les scores de 2024 ne sont pas encore publiés, mais ils le seront incessamment sous peu. Donc ça, c'est les 4 grandes pages. Donc, je vais revenir sur la page tableau de bord. Donc, la manière dont on a construit l'outil, c'est que alors déjà, l'utilisateur, s'il en a la possibilité et s'il est habilité pour le faire, peut naviguer et choisir différents établissements et faire son analyse pour un établissement donné.
Donc là, en l'occurrence, on est sur un établissement de test et sur des données qui sont critiques. Donc là, pour la démonstration, moi, je n'ai pas le choix, mais j'utiliserai ce CNES-là. Une fois qu'on a choisi un établissement, on peut choisir l'enquête sur laquelle on veut travailler, donc soit MCO 48 heures, soit MCO-CA, chirurgie ambulatoire, soit la partie SMR. Ce qu'on peut voir, c'est automatiquement, en fait, si on change les filtres, les scores qui sont affichés sur l'écran sont recalculés à la volée. Il y a aussi la possibilité de calculer et de faire son analyse sur une période de son choix. Donc, il y a la première possibilité, c'est choisir une période qui est la période de la campagne en cours. On peut faire des analyses éventuellement trimestrielles. Encore une fois, il y a les scores qui sont ajustés. Et choisir une période personnalisée. Donc, par exemple, là, je vais faire l'analyse à partir de, par exemple, 2022. Donc là, j'ai une analyse qui est sur une période un peu plus large. Je peux aussi faire l'analyse de ce cycle-là. Un dernier filtre qui est un point assez important, c'est la capacité pour l'utilisateur de filtrer sur un ou des périmètres les réponses. Donc ça correspond à un champ qui est disponible au moment où les établissements déposent les adresses email des patients pour l'enquête. Et donc, en fait, il y a la possibilité de filtrer par service ou unité, ou pourquoi pas de faire des regroupements et calculer ses scores sur des regroupements de périmètres. Pourquoi on a fait ce choix de pouvoir regrouper? C'est qu'en fait, chaque hôpital a des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc, c'est pas figé dans le marbre. Et après, pour l'analyse, parfois les personnes veulent faire des analyses par service ou plutôt par unité fonctionnelle. On laisse la liberté de l'utilisateur sur ce point-là. Donc maintenant, sur la partie plus en détail tableau de bord, donc comme vous pouvez voir, on a différents scores qui sont les scores bruts et le taux de recommandation. Donc ça, c'est les scores bruts et donc ce n'est pas les scores ajustés que j'ai mentionnés qui sont publiés tous les ans. Donc c'est vraiment un score qui est calculé à la volée sur la méthode de calcul qui est publiée par ailleurs par la Haute Autorité de Santé, où vous retrouvez en fait les 4 grandes thématiques: accueil, prise en charge, prestation, autogare, sortie. Sur ce point-là, donc là, sur ce composant-là, résultat issu des commentaires, c'est un des composants typiquement où on intègre cet algorithme d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on cherche à montrer la proportion de commentaires déclarés positifs et négatifs par thématique. Donc, une clé lecture ici, par exemple, c'est qu'on peut voir que lorsque les patients parlent de prise en charge, on a 70%, ça se passe 70% du temps dans des verbatims qui sont déclarés positifs et 31% négatifs. En revanche, la thématique sortie est plus souvent présente dans des verbatims positifs. Donc ça, c'est une première clé de lecture qui intègre. Et donc, le fait de dire accueil, prise en charge, prestation et sortie, ça, c'est vraiment quelque chose qui est prédit par le modèle. Un autre point, et on va en reparler tout à l'heure, mais pour l'instant, les calculs qui sont faits et la polarité du verbatim sont basés sur la déclaration du patient. C'est-à-dire qu'il y a 2 cases dans le questionnaire qui sont qu'est-ce que vous avez retenu de positif, qu'est-ce que vous avez retenu de négatif. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retraitement sur cet aspect-là d'un point de vue algorithmique. C'est pour ça qu'on précise bien que c'est la proportion de commentaires déclarés positifs ou négatifs. Et vous avez par ailleurs des données descriptives sur l'enquête et les patients répondants, où on retrouve déjà des statistiques sur le nombre de mails qui ont été envoyés, le taux de retour, le nombre de réponses, des statistiques sur qui répond, une pyramide des âges, et puis la proportion au niveau des sexes des répondants. Donc, au niveau de la logique de l'outil, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une logique un petit peu du type entonnoir, où là, ce que je viens de vous montrer, c'est des scores globaux. Et à partir de ces scores globaux, par exemple, on a identifié déjà ici que, par exemple, j'ai un score faible, relativement faible par rapport aux autres thématiques sur la sortie. Pareil, en fait, j'ai une proportion de commentaires un peu plus négatifs sur la partie sortie. Donc, tiens, du coup, je vais aller me focaliser. Donc là, vous avez les différents onglets par thématique sur lesquels vous pouvez naviguer. Et donc là, dans la démonstration, on peut dire, en fait, du coup, j'ai envie de me concentrer un peu plus sur la sortie pour aller voir les scores qui sont uniquement associés à la sortie. Là, vous retrouvez le composant que je vous ai présenté juste avant, mais focalisé sur la sortie. Donc là, on retrouve les sous-thématiques
liés à la sortie de l'établissement, suivi de patient, pré déplacement. Un nuage de mots-clés récurrents sur... pourquoi j'ai rien un nuage de mots-clés sur... Pardon, excusez-moi. Sur les mots qui sont présents dans le verbatim. Une évolution dans le temps de la déclaration positive négative par thématique. Donc là, typiquement, sur la partie suite du patient après séjour hospitalier, là, une lecture qu'on peut se dire, c'est mon établissement a mis en place des actions pour essayer d'améliorer la prise en charge sur ces aspects-là, et je peux constater qu'effectivement, j'ai moins de verbatim négatifs en proportion qui sont présents depuis que j'ai mis en place ces actions-là. Et puis ensuite, vous avez toute une partie sur les résultats issus des conversations fermées. Donc là, c'est vraiment les questions qui sont présentes dans le questionnaire. Et chacune des questions, vous avez les histogrammes des différentes réponses. Donc là, c'est pour vraiment faire une analyse fine et aller vraiment dans les détails des réponses. Voilà, donc ça, c'est sur la partie tableau de bord. Et ensuite, je vais basculer sur la partie commentaires patients. Donc, sur la page commentaires patients, vous retrouvez les différents filtres déjà mentionnés. Un point qui était important pour nous, c'était juste de permettre à l'utilisateur de pouvoir faire une recherche textuelle dans les verbatims. Au-delà même de l'utilisation et de l'intégration de l'algorithme qui est capable de faire des prédictions, etc., on pense que c'est quelque chose d'assez important aussi pour les utilisateurs de pouvoir chercher comme ils le souhaitent ces verbatims. Donc là, par exemple, j'ai fait une recherche dans les commentaires avec le terme information, et donc ça va me ressortir les verbatims qui contiennent le mot information. Là, en l'occurrence, on voit par ailleurs que l'algorithme a prédit. Donc, il y a cette fonctionnalité de pouvoir surligner la phrase qui concerne la thématique. On peut voir que information et explication, une thématique qui a été prédite ici aussi, et ici même, donc un verbatim positif, les informations données par le médecin pour le suivi de la maladie, c'était positif, et du coup, ça a été aussi tagué par l'algorithme sur la partie information et explication. Ensuite, c'est aussi possible d'aller voir, par exemple, mes verbatims qui concernent la sortie, parce que j'ai envie de faire une analyse un peu plus fine. Je peux filtrer sur ma polarité et regarder les verbatims qui sont uniquement négatifs pour essayer d'identifier mes axes d'amélioration. Je peux aussi filtrer sur du positif pour voir aussi mes axes forts dans la prise en charge. Voilà. Et donc là, je suis allé un petit peu vite, mais effectivement, en fait, ici, vous pouvez filtrer sur les thématiques et sous-thématiques qui sont prédites par le modèle. Donc là, je vous ai montré un filtre sur la sortie. On a une thématique qu'on a bien montré aussi, c'est une thématique remerciement-recommandation où les patients en fait remercient les professionnels de soins. Alors, on pensait que c'était une sous-thématique assez importante à prédire aussi pour que les personnes qui utilisent cet outil puissent ensuite remonter aux équipes des verbatims et des sortes de boosters de motivation de patients qui les remercient pour le travail accompli et pour la qualité des soins. Un dernier point, peut-être, et ensuite je repasserai la main à Marie, c'est que pour nous, c'était important aussi de permettre aux utilisateurs de pouvoir exporter les données brutes qui sont affichées dans l'interface pour ensuite pouvoir en faire des retraitements et éventuellement d'autres types de visualisation. Parce que là, on a fait une visualisation qui est générique et utilisable par tous les hôpitaux. Et si d'autres établissements ont des besoins plus spécifiques, ils peuvent tout à fait faire les exports des données brutes, donc disponibles sur la partie commentaires patients et sur la partie résultats. Pour pouvoir exploiter les données en dehors de cette interface de restitution. Je vais repasser la main à Marie. Merci. Alors, merci Victor. Donc, vous êtes déjà nombreux à avoir été sur l'outil. On voulait juste repréciser aussi sur le schéma global de cette nouvelle plateforme ISATIS. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités pour accéder à cette plateforme. Soit vous vous connectez à la plateforme ISATIS que vous connaissez déjà, la plateforme de la TIH, et en fait, les onglets, les anciens onglets de résultats sont toujours présents, mais lorsque vous allez dessus, vous avez un lien qui vous permet d'accéder automatiquement vers la plateforme que Victor vient de vous présenter. Ou alors, si vous souhaitez aller directement sur la plateforme, vous avez un lien qui vous permet voilà, de vous connecter directement à cet outil.
On précise que donc, si vous avez toutes les personnes qui ont déjà un compte et un rôle sur la plateforme ISATIS de l'ATIH peuvent se connecter automatiquement à notre outil. Ça fonctionne avec les mêmes rôles plage afin de sécuriser l'accès à ces informations. On précise aussi qu'au niveau des exports, donc Victor, on va en parler juste après des exports aussi, mais nous, on propose des nouveaux exports de données sur cet outil HAS, mais on a maintenu les anciens exports qui étaient de données brutes qui étaient réalisés par la TIH afin de ne pas désorganiser les établissements de santé qui fonctionnent déjà avec des prestataires sur les résultats quantitatifs ou les résultats qualitatifs. Donc, vous avez toujours les anciens exports de données brutes qui sont exactement au même format et qui vous permettent de continuer à travailler comme vous avez l'habitude de le faire. Ça, c'était un point important qu'on souhaitait mentionner. Donc, quelques chiffres d'utilisation et déjà quelques questions. Depuis l'ouverture, on a plus de 1000 utilisateurs, donc plus de 1000 établissements différents qui ont déjà utilisé l'outil. On a regardé le temps moyen de connexion. Les gens restent en général sur des sessions qui durent entre 15 et 20 minutes. Et on a pu aussi analyser les parcours, ce qu'on appelle les parcours utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a pu regarder quelles étaient les pages les plus souvent consultées. Et on remarque que toutes les pages sont consultées, pas uniquement les pages sur l'analyse des commentaires, mais également les tableaux de bord des résultats fermés. Donc voilà. Et comme vous êtes beaucoup à avoir utilisé l'outil, on a aussi des demandes récurrentes et des questions qui ont déjà été identifiées. Donc, une des demandes récurrentes, c'est les exports PDF. Actuellement, dans un premier temps, on avait décidé de ne mettre sur l'outil que des... alors, il y a 2 exports. Aujourd'hui, un export au format Excel qui contient des données brutes et un autre export Excel qui contient des résultats déjà. En fait, les résultats que vous voyez sur l'écran sont retranscrits dans un format Excel. C'était une demande des utilisateurs d'avoir quelque chose qui était exploitable, qui pouvait être retravaillé. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce format Excel. Mais on voit que là, il y a une demande forte sur les exports PDF. Donc, on voulait vous dire aujourd'hui qu'on avait bien noté cette demande. On allait s'organiser en interne pour réfléchir au contenu et au format de ce PDF. Et ensuite, on va se pencher sur le développement et la mise à jour de l'outil pour son intégration. Victor l'a reprécisé tout à l'heure, mais c'est important aussi de refaire bien d'insister là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions. Aujourd'hui, notre algorithme ne classe pas, ne fait pas d'analyse de sentiments, on ne classe pas en positif, négatif. Tout ce qui est positif, négatif est déclaré par le patient directement lorsqu'il dépose le commentaire. Donc, il peut y avoir des erreurs qui aujourd'hui ne sont pas effectivement corrigées. C'est aussi quelque chose sur lequel on va travailler courant 2025. Notre algorithme, il est aujourd'hui dans sa première version, même si on a des bonnes performances, on continuera à travailler dessus et de le faire évoluer et éventuellement d'intégrer cette analyse de sentiments à l'outil. On a aussi beaucoup de questions et de demandes sur une sous-thématique qui est très particulière, qui est la thématique des commentaires qui sont classés en rien à signaler, évaluation globale. En général, ce sont des commentaires qui sont très courts, qui contiennent une toute petite phrase ou uniquement un mot, juste un mot, une expression. Donc là aussi, il y a beaucoup de questions ou de remarques là-dessus d'utilisateurs qui nous disent que c'est... Voilà, le côté positif, négatif, souvent est un peu difficile à interpréter, voire faux, en fait, voire pas correct sur cette sous-thématique. Donc là aussi, ça fera partie des priorités de mise à jour de l'outil. On va réfléchir à la manière de présenter cette sous-thématique et à la manière de la quantifier. Voilà, donc ça, c'était quelques demandes et questions récurrentes qu'on voulait repréciser tout de suite. Je vais aussi donc finir, avant de laisser la parole aux HCL, sur les prochaines étapes d'évolution de cet outil. On a bien sûr l'étape d'intégrer les nouvelles enquêtes généralisées dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'enquête sur l'hygiène des mains et l'enquête en santé mentale. Les résultats seront bien entendu présentés dans cet outil avec une mise à disposition qui sera progressive. On doit travailler là aussi sur... on doit refaire des travaux méthodologiques sur l'algorithme et voir si l'algorithme peut analyser les commentaires qui seront recueillis dans le cadre de ces 2 enquêtes. Donc, les résultats seront intégrés progressivement sur l'outil. Nous, on travaille aussi sur la maintenance de cet outil et sur son évolution.
On continue de travailler avec le groupe de travail qu'on rencontre au mois de novembre, là, qui nous permettra de faire un premier retour utilisateur. Et puis, courant 2025, on a pour projet d'organiser un retour utilisateur au niveau national pour voilà, refaire, après quelques mois d'utilisation, un bilan sur l'utilisation de cet outil et les principales demandes d'évolution, et afin de prioriser pour nous aussi ce qu'on pourra mettre en place en 2025. On continue de travailler sur l'algorithme. Et juste pour finir, on souhaitait aussi faire un focus sur tout ce qui est transparence et pédagogie sur la méthode. Là, Victor est passé rapidement sur la méthode d'intelligence artificielle, mais c'était important pour nous d'être transparent là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, de traitement automatique du langage. On a souhaité faire un rapport méthodologique en fin de présentation. Vous verrez le chemin qui vous permettra de le trouver sur le site de la HAS, puisqu'il a été publié la semaine dernière. Et voilà, on vous invite à le consulter pour avoir plus d'informations sur toute cette méthodologie. On a aussi pour objectif de publier les codes sources de l'algorithme, voilà, en toute transparence. Donc, je vais maintenant passer la parole aux Hospices civils de Lyon, et je tiens à remercier particulièrement Audrey et Catherine qui ont été partenaires sur ce projet depuis le début et qui maintenant vont vous expliquer comment elles souhaitent intégrer et utiliser cet outil au sein des HCL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis Audrey Martin, je suis directrice adjointe à la direction qualité des partenariats patients et de la sécurité des soins aux Hospices civils de Lyon. Je suis accompagnée de Catherine Baumelin-Léy, qui est chargée de mission des relations usagers et qui effectivement complétera cette présentation qu'on a souhaitée succincte et surtout effectivement qui porte sur l'appropriation que les professionnels se feront de ce nouvel outil, puisque cette enquête existe effectivement depuis un certain nombre d'années. Et la question, effectivement, repose principalement sur les apports du nouveau dispositif mis en place et en particulier des compléments apportés au travers de l'intelligence artificielle sur les commentaires. Donc, quelques éléments peut-être au travers de la première diapositive qui est le contexte général. Marie l'a rappelé, nous avons été partenaires depuis la genèse de ce projet, depuis 2022. Et nous avons eu, je dirais, l'opportunité et la chance de pouvoir participer à l'ensemble des étapes du projet avec le regard des différents professionnels et utilisateurs de terrain. Donc, comme vous le voyez, en fait, on a participé au même titre que le groupe de travail, en fait, à la phase test avant l'ouverture et au déploiement national de l'outil, ce qui nous a déjà permis effectivement de relever un certain nombre de dysfonctionnements potentiels. Et nous sommes aujourd'hui engagés dans une démarche vraiment qui vise à accompagner ce déploiement au plus près du terrain, puisque, comme cela a souvent été dit à l'occasion des séquences de travail, un outil, c'est toujours bien, aussi performant soit-il. Pour autant, il faut toujours mettre des éléments de langage pour accompagner ces éléments nouveaux et aussi persuader toujours les professionnels de l'intérêt de cette enquête et de recueillir l'expérience patient. Donc, c'est un accompagnement, comme vous le voyez, en fait, qui est quasiment mensuel et qui va se poursuivre, en fait, tout au long de l'année 2025-2026, pardon. Le deuxième enseignement que je souhaitais déjà introduire, c'est qu'effectivement, quand on parle d'ISATIS vis-à-vis des professionnels, on est axé beaucoup en fait sur le retour et les actions d'amélioration que peuvent permettre d'identifier notamment les nouveaux tableaux de bord. Et aussi, c'est important dans la phase de déploiement que nous mettons en œuvre au niveau des Hospices civils de Lyon, que d'insister sur la dynamique positive que peuvent aussi apporter la lecture de ces tableaux de bord à l'attention de l'encadrement et plus globalement, en fait, des responsables managériaux de nos services et de nos pôles.
diapositive suivante. Donc, j'évoquais tout à l'heure la phase test auquel les Hospices civils de Lyon ont contribué. Donc, elle est toujours en cours et nous avons intégré un certain nombre de professionnels. Je vais laisser la parole à Catherine Beaumelin-Léy pour vous expliciter un peu plus précisément comment on a choisi ces services pilotes et comment nous avons procédé. Donc justement, comme vous pouvez le dire, comme a pu le dire Audrey, cette phase a été importante. Une phase également d'appropriation au plus proche du terrain de ces nouveaux outils qui allaient être mis en place. Donc il a été important d'avoir une représentativité déjà sur l'ensemble de nos groupements hospitaliers. Donc pour les hospices, nous avons 5 groupements hospitaliers et 13 établissements. Nous avons identifié également des services qui avaient déjà une volumétrie importante de verbatim. Donc, tels que la pneumologie, la gynéco-obstétrique, la gastro, la dermato, la néphrologie. Là, il a également été important d'inclure des professionnels tels que pour que justement les médecins puissent se saisir dès le départ de cet outil. Donc, des personnels médicaux ont été inclus, des cadres de santé également, les directions qualité, des personnes en charge des relations usagers, donc tout ce panel de personnes qui gravitent autour du patient. Donc, ça a été un travail qui a pris énormément de temps et tout ça dans le but de faire également des retours sur les fonctionnalités de cette plateforme. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Oui, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, comme je l'ai évoqué, la phase test est toujours en cours. On l'avait démarré effectivement à l'été 2024. Alors, on se pose toujours la question en termes de calendrier. Est-ce que c'est le bon moment l'été parce que les professionnels, c'est des congés? Est-ce que c'est forcément, est-ce on attend à la rentrée? Mais finalement, on s'est dit que en accord avec les professionnels sollicités, en fait, il n'y a jamais de bon moment pour démarrer. Et l'avantage de l'été, ça a été effectivement de laisser la possibilité à ceux qui étaient présents de pouvoir s'emparer de l'outil et de faire leur première navigation. Ensuite, sur la méthodologie en fait d'appropriation, vous l'avez compris, en fait, ce que nous portons au niveau des Hospices civils de Lyon dans la philosophie du déploiement, ce n'est pas tant en fait de maintenir le principe que cet outil soit simplement un outil dédié aux experts de la qualité. Il en faut, c'est très important pour accompagner effectivement les professionnels d'encadrement, mais c'est vraiment quelque chose que l'on porte d'emblée en ouverture à l'ensemble des professionnels, puisque c'est effectivement une philosophie aussi qui est accompagnée par la Haute Autorité de Santé, que de rapprocher en fait l'analyse de l'expérience patient des services. Et on a régulièrement, dans les échanges que nous pouvons avoir avec l'ensemble des cadres, le retour sur le fait que oui, malgré tout, il satisfait très bien. C'est le dispositif généralisé et qui tend à se généraliser. Pour autant, eh bien, beaucoup nous parlent encore des questionnaires papier et malgré tout de la granularité qui était celle du questionnaire papier au niveau du service pour pouvoir effectivement s'en servir. Et plus globalement, je dirais quand on est manager d'un établissement ou d'un service ou d'un pôle, se sentir malgré tout plus concerné par ces verbatims. Donc la méthode que nous avons choisie, au-delà donc, du lancement de la phase test durant l'été pour que chacun puisse s'approprier, c'est d'avoir des temps dédiés à l'appropriation collective de l'outil et de réfléchir surtout ensemble à comment finalement cet outil va faire partie finalement des éléments clés de management de la qualité. Et pour cela, en fait, on a mis en place ce qu'on peut appeler atelier d'intelligence collective, qui réunit effectivement donc les personnes qui ont été citées précédemment par Catherine, donc aussi bien personnes en charge des relations usagers, directeurs, cadres de santé et médecins, afin de finalement définir un plan d'action qui accompagnera le déploiement. Et on a eu une première séquence, donc c'était en octobre. Et vous voyez donc à l'écran les différents éléments finalement qui ont été portés par les équipes. C'est des constats que je pense vous partagez tous au niveau de vos établissements. Et on s'est dit que finalement, la base pour que cette enquête et que les retours soient plus utilisés, c'est que on passe par la base, c'est-à-dire augmenter le taux de participation à l'enquête. Ça, c'est l'éternelle question. La poursuite de la sensibilisation aux professionnels chargés de l'accueil sur l'intérêt d'Issotis, aussi bien les personnes des bureaux des admissions que les professionnels du secrétariat.
qui sont quand même une clé de voûte importante de l'accueil des patients, puisque c'est vraiment la porte d'entrée. Et puis aussi, hein, resensibiliser eh bien, les personnes qui sont amenées à répondre à l'enquête, puisque c'est je vais dire une évidence, mais un rappel évident, seul le patient qui le souhaite va répondre à l'enquête et il faut encore trouver les moments clés et les moyens de lui rappeler que eh bien, nous prenons en compte son retour et ils seront réintégrés dans l'amélioration continue de nos démarches. Un des constats qui a été partagé à l'issue de la phase test, hein, c'est aussi quelque chose qui était sous-jacent depuis un certain temps, c'était de faire évoluer notre niveau de recueil, puisque bon, nous sommes un établissement, un CHU, et en fait, on avait déjà une analyse par service au niveau des centres de responsabilité. Pour autant, certains services comportaient plusieurs unités fonctionnelles et ce niveau de granularité, en fait, ne permettait pas suffisamment, en tout cas, à l'encadrement de proximité de se sentir concerné. Donc, on a concerté notre DIM et le service des données de santé pour faire évoluer rapidement, en fait, cette perspective sur la campagne 2025. Je ne vais pas forcément revenir sur la difficulté de la gestion des droits d'accès, puisqu'effectivement, ce sont des accès personnels. Pour autant, ce qui a été évoqué dans l'idée pour faciliter l'appropriation de l'outil, c'est qu'on travaille à quelque chose de plus visuel et de très court qui serait diffusé à l'ensemble des professionnels afin de faciliter cette prise en main par l'encadrement de la plateforme et d'aller directement sur l'outil sans passer forcément par des exports qui aujourd'hui effectivement sont en cours d'évolution, mais nécessitent effectivement une réflexion sur qui les exporte, qui les retravaille. Donc l'idée c'est effectivement d'encourager au sein des Hospices civils de Lyon la connexion directe parce que c'est là que c'est le plus lisible. Enfin, dernière séquence pour lesquelles nous n'avons pas encore toutes les clés de réponse et ça va donner lieu à un deuxième atelier d'intelligence collective qui est programmé, donc vous le voyez, la semaine prochaine. C'est vraiment, au-delà des éléments techniques qui ont brossé tous les éléments du processus de l'enquête nationale statiste, c'est travailler en équipe sur des modalités d'usage de ce nouvel outil avec des pistes de réflexion qui ont déjà été abordées avec des temps dédiés en équipe, à l'occasion de diagnostics partagés de projets de réorganisation, je pense à l'organisation des urgences, les schémas directeurs immobiliers, et surtout, on a beaucoup parlé des professionnels, puisque effectivement c'est un levier managérial, mais on pense aussi impliquer les représentants des usagers, puisque ça a été dit dans le groupe de travail, j'imagine, je pense que ça a été dit, mais le groupe de travail constitué au niveau national et auquel les professionnels des HTL ont participé était constitué également de représentants des usagers. Alors, leur point de vue n'est pas de participer, en fait, d'avoir un accès direct à la plateforme, mais effectivement qu'ils puissent participer pour ce qui les concerne à la définition des actions d'amélioration. Voilà, donc j'ai fait court. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais il y a encore du travail à poursuivre pour qu'effectivement cet outil soit vraiment intégré aux pratiques à l'échelle des HCL. Ça nécessite effectivement, comme je le disais, un accompagnement au plus près des établissements, des services. Merci. Merci Audrey, merci Catherine pour ce point de vue et ce cas d'usage. Merci, puis merci encore pour votre participation. Il nous reste du coup un peu de temps pour donc les questions-réponses. Vous avez été nombreux à poser des questions dans l'onglet QR, la question-réponse. Je vous remets, pour ceux qui n'auraient pas pu le faire, le contact du service de mon service pour éventuellement poser d'autres questions par mail si vous n'avez pas eu le temps de le faire en live. On voulait aussi vous remettre le chemin d'accès vers la page qui résume toutes les informations sur ISATIS, sur laquelle vous retrouvez aussi un guide de navigation de l'outil, qui permet d'expliquer la navigation sur l'outil et le lien vers le rapport méthodologique sur le développement IA. Et donc, on va passer. Donc, Caroline et Timothée ont reçu beaucoup de questions. Donc, ils vont nous donner les questions qui revenaient le plus souvent pour qu'on puisse y répondre en live. Bonjour. Donc, une première question sur l'outil d'analyse des verbatims. Est-ce qu'il va être également déployé ou prévu pour d'autres enquêtes et ISATIS Psy ?
Ok, merci. Donc, en effet, c'est, comme je le précisais en fin de présentation, bien sûr, toute nouvelle enquête qui sera généralisée et qui sera recueillie au niveau national, les résultats seront intégrés dans cet outil. Après, c'est ce qu'on disait donc, on commence à recueillir premier trimestre 2025, sans doute, l'enquête en santé mentale et sur l'hygiène des mains, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Mais dès lors qu'on commencera à recueillir ces informations, on proposera des résultats sur l'outil. Ensuite, je précisais que ça serait une mise à disposition progressive, puisque il y a des résultats qu'on a tout de suite. Enfin, la réponse, le détail des questions fermées, c'est des détails, des résultats qu'on a tout de suite, qu'on peut donc développer dans l'outil. Mais toute la partie analyse qualitative des commentaires, il faut, nous, d'abord, qu'on regarde si notre algorithme et les thématiques et les sous-thématiques qui sont dans le cœur de l'algorithme permettent de bien analyser les commentaires qui seraient recueillis dans ces 2 nouvelles enquêtes. Typiquement, sur l'enquête en santé mentale, on peut se dire qu'il y aura des thématiques ou des sous-thématiques différentes qui seront mentionnées par les patients. Et donc, ça nécessitera peut-être une mise à jour même sans doute une mise à jour de l'algorithme pour permettre de bien analyser toute cette partie qualitative. Donc, sur la partie commentaires, ça ne sera pas tout de suite ça sera pas tout de suite classé dans l'outil. Il y aura bien entendu tout le temps les données brutes, tous les exports de données et les exports de commentaires bruts. On va voir, nous aussi, on a commencé à travailler en interne sur ce qu'on va appeler une version partielle de l'outil pour ces enquêtes. Et donc, on pourra quand même présenter quand même les commentaires dans l'outil, mais au niveau de l'algorithme et de la classification, nous, on a un travail méthodologique à faire en interne pour l'adapter à ces nouvelles thématiques, à ces nouvelles enquêtes. Alors aussi, on voit, en fait, il y a des gens qui lèvent la main. On est vraiment désolé, mais comme vous êtes très nombreux, c'est une fonctionnalité qui n'est pas possible de laisser la prise de parole. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On vous remercie de votre compréhension. Il y a pas mal de questions aussi sur comment on accède à l'outil. Est-ce qu'on peut y accéder si on n'a pas de compte AT-Plage? Est-ce que les responsables d'AG peuvent y accéder? Voilà. Ok. Donc, sur la connexion, la gestion des accès, c'est vrai que et c'est ce que mentionnait Audrey, c'est pas forcément quelque chose de très simple et de très fluide. Donc, on passe toujours par la plateforme de gestion des accès de l'ATIH, la plateforme Plage, qui permet de créer des rôles et de connexion sur toutes les applications de l'ATIH. En fait, notre application numérique, elle est branchée sur ce système ATIH afin de sécuriser les accès, puisque si des accès à des données qui sont sensibles, les commentaires sont des données sensibles, donc bien entendu, il faut que ces accès de données et d'export soient sécurisés. Donc c'est pour ça qu'on continue de passer par cette plateforme Plage. Donc toutes les personnes qui ont déjà un accès à la plateforme ISATIS de l'ATIH, vous avez accès à cet outil. Vous n'avez rien à faire de plus. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un accès à l'outil, il faut donc se créer un rôle sur la plateforme ISATIS ATIH. Sur le site, là, toutes les infos ISATIS, sur la page ISATIS, vous avez un document qui s'appelle Gestion des comptes sur la plateforme. C'est un document ATIH qui explique comment se créer un compte sur cette plateforme Plage et comment donc se créer un compte sur ISATIS. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter sur Contact IQSS et nous vous accompagnerons dans la création de ces comptes. Sur le nombre de connexions, ce n'est pas limité. Chaque établissement de santé est responsable de la validation des comptes et des rôles des professionnels qui se connectent à l'outil. Vous pouvez créer autant de comptes et de rôles que vous souhaitez. Et bien entendu, vous pouvez créer des comptes et des rôles à vos représentants d'usagers si vous souhaitez qu'ils aient accès à ces résultats ISATIS. Il n'y a de notre côté aucune limitation à cela. Par contre, on insiste sur le fait que c'est un compte et un rôle pour une personne et qu'il ne faut pas du coup diffuser son identifiant et son mot de passe puisque voilà, ça reste des accès sécurisés à des données sensibles. Ça, il y a peut-être une petite précision sur le contrôle d'accès une fois qu'on est connecté, à quelles données on a accès ou pas. Donc, une fois qu'on est connecté à l'outil, aujourd'hui sur ISATIS, il y a 2 rôles de connexion. Il y a un rôle qui s'appelle lecteur et un rôle de gestionnaire des fichiers. Le gestionnaire des fichiers a
tous les accès, et là, notamment les accès à tous les exports de données brutes. Le rôle de lecteur de résultats n'a pas accès aux exports de données brutes. Voilà, donc c'est une question à se poser au moment de la gestion de l'attribution des rôles. Le rôle de gestionnaire des fichiers, en général, c'est aussi la personne qui actuellement dépose les fichiers qui contiennent les adresses e-mail des patients pour les inscrire à la participation à ISATIS. Voilà. Il y a 2 rôles de connexion actuellement. On a aussi une question qui revient un peu sur est-ce qu'on peut utiliser d'autres données qu'on pourrait intégrer à l'outil. Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est aussi une question qu'on a eue régulièrement là, depuis l'ouverture. Non, aujourd'hui, cet outil, il est uniquement sur les données qui sont recueillies par la Haute Autorité de Santé. Donc, il sera uniquement centré sur les informations des questionnaires ISATIS. Il y a quelques questions autour de est-ce que vous utilisez encore des questionnaires papier en dehors de l'enquête ISATIS et tout ça. Je pense, j'ai l'impression que c'est des personnes qui posent ces questions-là à d'autres établissements qui feraient partie du webinaire. Je sais pas trop. Ah oui, c'est peut-être, alors Audrey a mentionné, peut-être Audrey, si tu peux aussi prendre la parole si tu le souhaites sur l'utilisation des questionnaires papier. C'est vrai que l'enquête ISATIS, voilà, c'est une enquête web. Nous, on sait que, on le voit, on a beaucoup de retours d'établissements qui continuent de recueillir des questionnaires de sortie au format papier. Ça permet aux patients, aux patients qui n'ont pas d'adresse mail ou qui ne souhaitent pas transmettre leur adresse mail de continuer à donner leur information. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui utilisent encore ce format-là. Je ne sais pas si Audrey, tu veux donner un... Si, en fait, alors, sur le principe, nous, on l'a pas, on le poursuit dans les faits, hein, puisque on développe aussi l'attention portée à tout type de prise en charge et beaucoup sont encore exclus du champ ISATIS. Pour autant, on est confronté au fait que le papier, malgré l'attractivité qui a été évoquée tout à l'heure, en fait, ne rencontre pas forcément beaucoup de son public non plus, hein. Quand on regarde notamment si je prends le secteur des urgences, hein, pour avoir en tête une réflexion pas plus tard qu'hier avec Catherine. Le secteur des urgences aujourd'hui n'est pas couvert par le champ ISATIS, c'est en voie de développement et je dirais que c'est très très bien. Et on avait pour 2023, nous recueilli, je crois, une 60aine de questionnaires. Voilà, donc en fait, toute proportion gardée, j'entends complètement le côté en fait de pouvoir couvrir d'autres champs que ISATIS, et on le fait, mais c'est parfois d'autres formes de recueil de la satisfaction que le seul questionnaire. Et je pense que d'autres établissements aussi sont confrontés à cette réflexion. Ce sont des évaluations qui peuvent être conçues, je dirais, spécifiquement pour le projet, hein. J'ai en tête un projet relatif à la gynéco et sur le secteur de la gynéco-obstétrique que nous avons conduit en 2023. Et là, voilà, c'est un champ spécifique, un projet spécifique dédié qui couvre une demande spécifique, qui n'est pas forcément intégrée dans le questionnaire ISATIS en tant que tel. Voilà. Donc, on développe effectivement, à côté de ISATIS, d'autres formes de recueil de l'expérience patient qui nécessitent effectivement la construction de questionnaires et puis aussi une réflexion sur comment on accompagne et comment on exploite ensuite ces données. Voilà. Donc, je suis très satisfaite de voir que malgré tout, ISATIS va se déployer, puisque la question quand même de l'exploitation de ce recueil, et en particulier des verbatims, est une question pour les professionnels de santé, hein, puisque ce qui avait été à la base du projet, hein, je le rappelle, c'était que tout le monde, sans remettre en cause la qualité et la quantité des informations fournies, se heurtait en fait à une difficulté, c'était de trouver le temps et les ressources nécessaires et l'outil performant pour pouvoir le faire. Donc, je me réjouis de l'extension effectivement de cet outil-là. Merci Audrey. Alors, je vais juste répondre à aussi une dernière question que Timothée et Caroline viennent de nous transférer, plus sur le côté utilisation par les représentants d'usagers. On voulait aussi vous donner un dernier élément d'information. À la Haute Autorité de Santé, on a un conseil pour l'engagement des usagers.
qui travaille actuellement sur une nouvelle recommandation qui sortira fin d'année, début 2025, et qui va porter principalement sur l'utilisation par les représentants d'usagers de l'expression des patients dans ce type d'enquête, et qui mentionnera notamment l'utilisation d'ISATIS et de cet outil. Voilà, donc c'est une recommandation ou un guide qui va sortir bientôt, qui sera voilà, une production du service, du Conseil pour l'engagement des usagers, et qui sera communiqué sur le site de la HAS, que je vous invite aussi à consulter. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire, il est 13h exactement. On espère qu'on a répondu, alors sans doute qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais voilà, vous pouvez nous contacter sur Contact IQSS. On vous remercie de votre écoute et de votre participation, et puis on mettra ce webinaire en ligne sur la page YouTube de la HAS, et le lien sera sur le site du webinaire, sur le site de la HAS. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.